Bienvenue depuis votre Bastide du Sud. Et c'est important parce qu'on va parler aussi de l'espace. Donc, Un juste regard, c'est votre dernier livre qui est sorti aux éditions de l'Aube. Et vous revenez à travers une sorte de journal qui vous a accompagné pendant toutes les années de Covid et de post-Covid, journal de vos chroniques. Vous revenez un peu sur tout cela. Se souvenir pour changer le monde. Eh bien justement, commençons par l'actualité. Zelensky est à Paris et cette guerre vous a bouleversé. Votre chronique après l'invasion de l'Ukraine le 24 février est une chronique vraiment de quelqu'un qui est bouleversé de voir la violence revenir. Vous pensez à vos grands-parents, à cet âge de la guerre qui revient. Aujourd'hui, vous vous dites, cette guerre, il faut y aller, il faut qu'on s'implique, c'est notre guerre, ou au contraire, il faut s'en retirer. Non, il faut pas s'en retirer, si vous voulez. En plus, on a cru que le doux commerce arrangeait le monde, on va dire. On a cru que Kant avait gagné, pour le dire comme ça. Ben non, Hobbes a raison. Il y a toujours de la guerre et des pandémies dans les sociétés. C'est terrible. Mais on a cru que c'était pour les autres, pour les pays un peu du Sud. Vous voyez, en Afrique, il y a des pays où il y a eu 5 millions de morts, mais en fait, on n'est pas trop au courant. Ça nous intéresse pas tellement, c'est loin. Non, la guerre fait partie des sociétés. Quand les sociétés bougent, c'est un peu comme les tremblements de terre. Il y a des moments où ça bouge. Regardez ce qui se passe en Turquie, comme c'est horrible. La guerre, c'est un peu pareil. C'est des tensions qui montrent qu'on n'arrive pas à réguler, etc. Bon, dans l'affaire qui nous occupe, ce qui est vrai que c'est compliqué, c'est un pays puissance nucléaire qui attaque un pays non puissance nucléaire qu'on soutient. Donc c'est dangereux. Et après, je crois qu'il faut y aller, mais il faut y aller en même temps en pensant à la paix d'après. C'est toujours la même chose. Il faut faire la guerre au maximum. Et en même temps, il faut commencer à dire, et on fera la paix comment? Donc Parce pas humilier la Russie, donc ne pas rater le traité de Versailles, si j'ose dire. Avoir éventuellement des idées aussi sur quoi peut se faire la paix. La paix se fait toujours sur un partage. Il y a un problème, effectivement, à un moment, il n'y en a pas un qui gagne tout ce qu'il veut. C'est pas comme ça que ça marche, parce que sinon on crée la guerre d'après. On l'a bien vu avec la guerre de 14-18, la façon dont on a demandé des dommages à l'Allemagne, finalement, c'est inséparable de la montée de Hitler. Donc si vous voulez, dans une guerre, il faut d'abord se donner les moyens militaires et tout, de la gagner, que effectivement les Russes reculent, etc. D'abord qu'ils arrêtent d'avancer, qu'ils reculent, qu'ils n'attaquent pas Kiev, c'est essentiel. Mais en même temps, il faut commencer à dire, et après on verra. Alors vous citez dans votre livre, page 103, Denis de Rougemont. La décadence d'une société commence quand l'homme se demande « que va-t-il arriver ?» au lieu de se demander « que puis-je faire ?» On a l'impression que depuis un an, depuis cette guerre, la plupart des gens dans notre société se demandent « que va-t-il arriver ?» Oui, mais vous savez, moi qui suis un ancien de la génération des luttes contre la guerre du Vietnam, quand je vois les jeunes manifester pour la retraite, je le comprends, mais qu'il n'y ait aucune manifestation avec marqué, j'allais dire, Russie go home, ça me laisse totalement perplexe, quoi. Parce que je pense quand même que moi, si j'étais jeune aujourd'hui, je manifesterais contre l'attaque russe, ou d'ailleurs en soutien aux femmes iraniennes, ou en Afghanes. Il y a d'immenses sujets de société sur la planète, et au fond, ça ne mobilise pas la jeunesse. Ça me pose un vrai problème de réflexion sur nos sociétés. Alors la retraite, autre sujet d'actualité, vous en parlez aussi, et vous en parlez aussi à travers le retrait des jeunes. Page 249, vous dites il faut écouter le retrait des jeunes. Ils veulent un monde apte à la lutte, à l'application immédiate et réelle des décisions. Ils sont dans ce mouvement des retraites, mais un pied dedans, un pied dehors. Les lycées sont pas bloqués. Ils sont en retrait aussi des combats sociaux. Les combats sociaux, si vous voulez, c'est un très beau combat social qui se passe. Et même si je soutiens pas tout ce qui s'y passe, je pense que c'est très important pour la société. Ça recrée du lien, ça recrée les solidarités dans des milieux assez marginalisés, dans des sous-préfectures. C'est un peu la carte des gilets jaunes aussi. Hein. Mais sans violence. Voilà, c'est non violent. C'est du mouvement social, je dirais, dans ce que ça a de plus beau, si on peut dire les choses comme ça. Or, le mouvement social construit du lien, construit de la solidarité, lutte contre l'isolement des individus. Donc ça, c'est l'aspect extrêmement positif. Après, de l'autre côté, si vous voulez, ce qui est très compliqué, c'est que personne ne sait qu'est-ce que sera la retraite en 2070. On va vers un monde, depuis qu'on a mis la retraite à 60 ans, personne n'a proposé d'autres projets. C'est quand même extraordinaire, ça fait 40 ans. La retraite à 60 ans, c'est une vieille revendication de l'après-guerre qui allait avec le monde industriel de l'époque, etc. Bien, une fois qu'on l'a atteint, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on désire? D'ailleurs, on voit bien qu'il y en a qui veulent y revenir. Mais la question après, pour moi, c'était de se battre pour l'égalité d'espérance de vie. Comment on fait pour que les ouvriers vivent aussi longtemps? Comment on développe une médecine de la prévention? Comment on permet aux gens qui ont des métiers difficiles de se reformer aux frais de l'État pour changer de métier en cours de route, etc., etc. On n'a eu aucun projet. Et donc, au fond, ni les syndicats, ni le politique, ni une idée du futur. Donc, on se sent prisonnier. C'est pour ça que les 64 ans sont insupportables. On attaque notre liberté dans une société bâtie sur la liberté de l'individu. Et c'est ça, si vous voulez, qui est très problématique. La retraite ne doit plus être vue comme un couperet, ni pour le travail, ni pour l'utilité démocratique et familiale, ni pour l'amour. Dites-vous, page 252. Cette idée qu'il faut construire la vie d'après la retraite, c'est pas dans le débat actuel. Mais non, mais c'est tout le problème. On est dans une société, on est sorti des cadres et des normes.
Disons une chose simple, 60 à 63% des bébés naissent hors mariage. Si je pense à ma grand-mère, comment elle aurait supporté ça? On s'abstient aux élections si ça ne nous intéresse pas, etc., etc. 1 million de couples se sont séparés depuis la grande pandémie. On est dans une société du retrait des normes, qui va d'ailleurs vers une société d'individus, peut-être aussi de solitude parfois. On voit à Paris, 50% des logements sont occupés par des célibataires. Ce qu'on veut, c'est être maître de son temps. Le pouvoir sur le temps est devenu l'enjeu central. Depuis notamment, effectivement, 80, les 35 heures, c'était aussi l'enjeu principal qu'avait très bien vu Edmond Maire et la CFDT. Je veux avoir du pouvoir sur mon temps. Je ne veux pas travailler moins. Je veux pouvoir ne pas travailler quand je ne veux pas. Je veux pouvoir aller au bureau habillé comme j'ai envie. Et on le voit très bien après la pandémie. Les gens se changent beaucoup moins pour aller travailler, etc. Cette liberté des choix. Or, d'un coup, de nous donner une date, ça nous angoisse tous. On dit, mais est-ce que je serai encore là à 64 ans? Avant, la plupart des gens ne se demandaient pas à quel an ils partiraient après 60 ans. Moi, je pense qu'il faut revenir à un modèle, mais je pense qu'on ne le fera pas, mais où on dit, tu pars entre 60 et 67 ans en fonction de tes choix de vie. Vous voyez, par exemple, 44% des gens rêvent de partir avant la fin avec une plus petite pension. Ils ont hérité d'un appartement, ils ont une autre activité, ils ont un conjoint qui est revenu. On a des vies différentes. En ce moment, le mouvement syndical, il capte ces vies différentes. Et du coup, l'État apparaît comme celui qui met une règle unique. Mais la règle unique, c'est fini. Et donc ça, c'était la retraite par points, ce que vous proposez. Mais c'est excellente. Non, mais je veux dire, oui, mais on pouvait sans doute trouver un modèle entre la retraite par points et l'âge, quelque chose qui était plus souple. Et si vous voulez, justement pour donner ce sentiment de liberté, même si je connais les équilibres financiers, j'accepte, il faut boucher les trous, et plus on vit longtemps. Disons juste une chose de bonheur, on a gagné 9 ans d'espérance de vie depuis 81 pour les hommes, 6 ans pour les dames. La vie s'allonge et c'est génial. Et ce qui est génial, ce qui est compliqué, c'est que ce phénomène extraordinaire, au fond, devient un problème social et politique. Mais 30% des jeunes filles ne veulent pas d'enfants, dites-vous au fil de vos chroniques, page 279. Le chiffre a encore augmenté d'ailleurs depuis que vous avez écrit cette chronique. Comment on va faire dans les générations futures? Soit c'est de l'immigration, soit on s'atrophie. Et de toute façon, ça sera et de l'immigration et de l'atrophie. Et le vrai problème, c'est que le chiffre que vous donnez, c'est pour les jeunes filles qui n'ont pas été à l'université. Les jeunes filles qui sont à l'université sont à 37% du refus de bébé. Bon, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'avenir. Le rôle du politique, c'est de définir la société de demain et de tenter de nous montrer le chemin pour y aller. Il n'y a pas, en ce moment, je m'excuse, je suis pas là pour critiquer le gouvernement, mais il n'y a pas d'horizon. Il y a un horizon financier. Attendez, la vie, c'est désir, c'est passion. Et là, on pourrait dire, comment on fait après? Parce que les gens disent, oui, 64 ans, puis après, ça va être 66, puis 67. Et on ne dessine pas l'horizon. Oui, ça sera plus. Oui, on va mettre un jour, comme les pays scandinaves, une commission. Et puis tous les 5 ans, on va étudier l'espérance de vie par métier. On va dire, dans ce métier-là, il faut qu'on ait telle politique pour que les gens vivent mieux. Là, on a gagné 5 ans d'espérance de vie. Peut-être qu'on pourrait travailler 2 ans de plus et 3 ans de retraite. Oui, la vie va s'allonger. Le temps devient une question politique. Or, on n'a jamais géré que l'espace. Il y a eu une datar qui a aménagé l'espace. Il n'y a jamais eu une datar pour aménager le temps. Oui, vous le dites, on mène des politiques sociales en France, mais pas des politiques spatiales. Il faut repenser les territoires, il faut repenser la vie au plus près de... Mais ce qui se passe avec la grande pandémie, les gens veulent une société du proche familial et du proche géographique, parce qu'on l'a vécu pendant la pandémie, et au fond, on a été extrêmement heureux. Et cette politique du proche, c'est la vie locale plus la livraison. C'est aussi bien Amazon, Internet, les vacances, la culture, que la plupart des biens culturels sont consommés par l'écran de l'ordinateur. Donc c'est le local et la livraison. C'est ça le nouveau couple social. Avant, c'était les grands supermarchés en périphérie des villes, des parkings, des voitures, etc. On change. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui se déplacent, etc. Parce que partout il y a Amazon, partout il y a Internet, on peut faire du télétravail et on crée partout des petites entreprises. Donc c'est cette société-là qu'il faut analyser et qu'il faut organiser. Et quand je parle de géographie, notamment dans la solidarité, quand est-ce qu'on dira à quelqu'un dans le logement social, attends, tu as des vieux parents, on va te trouver un petit appartement dans la même tour pour que tu puisses y passer tous les jours. Ou si on a une fille, plutôt pas une jeune fille qui a des enfants, il y en a comme 1 700 000 avec 2 millions d'enfants qui sont seuls, comment on leur autorisera le lien familial dans le logement social? Autre élément, quand on nomme un fonctionnaire, pourquoi on lui demande pas où habitent ses vieux parents? Comment est-ce qu'il peut être solidaire si on l'envoie à Lille quand il habite à Marseille? Je veux dire, on dirait que la géographie n'est pas un élément d'appréciation du lien social. Les gens étaient le font. Ils déplacent, mais les milieux populaires n'ont pas le droit de le faire. Cette reconstitution d'un espace de proximité, ça a du bon et du mauvais. Vous dites, page 244, le besoin de refuge dans un nous national ou religieux hérité, voire un local mythifié se renforce. Et vous dites, ça peut être une bonne chose, vous le demandez, ou une mauvaise chose. On a l'impression que le modèle, c'est Viard ou Zemmour.
Non, mais moi, j'ai écrit un livre qui s'appelait La Société d'Archipel il y a 27 ans, qui est resté la base de ma sociologie. Je suis pas l'archipel, c'est beaucoup développé comme concept. Il faut associer l'archipel de nos vies et le local. Il faut pas retourner au local archaïque. C'est pas le local de je ne suis né là et toi t'es pas d'ici. C'est pas ça du tout. C'est simplement une vie de proximité. Les gosses qui sortent du collège, le marché, la salle de sport, le tiers-lieu, etc. Et une partie du temps de travail associé à la ville, associé au voyage. C'est le couple qu'il faut défendre. C'est un monde ouvert avec un local puissant. C'est ça dont je parle. Dès le début de la pandémie, page 12, vous dites « Nous avons su à un moment créer un commun national, voire européen et surtout planétaire, contre ce virus. Le commun national, il est déchiré aujourd'hui par les retraites. Le commun européen, il tangue face à l'inflation ou par rapport à la guerre en Russie. On a reculé. » C'est plus compliqué que ça. Partout, la question du réchauffement climatique est devenue la deuxième préoccupation des gens. On n'aurait jamais fait la voiture électrique à telle vitesse, la surtaxe de 15%, etc. Je veux dire, on a tous compris. Le commun précédent, c'était le progrès. On s'engueulait pour les répartitions du fruit du progrès, entre les classes sociales, on va dire. Mais on était d'accord sur le progrès. Et puis, on n'était plus d'accord depuis quelque temps. On s'était réfugié dans l'identité. On n'appartenait plus à une classe sociale, etc. On ne savait plus qui on était. On disait, je suis d'ici, je suis blanc, je suis noir, etc. Bon, ou je suis homme, je suis femme. Et donc, on était là-dedans. On a un nouveau commun, c'est la guerre climatique. Et si vous voulez, moi, ce que je dis, c'est au fond, c'est la grande pandémie, on a gagné. On a sauvé 200 ou 300 millions de personnes, d'après les premières études, et on a perdu 15 à 20 millions de personnes. Donc mais il faut dire tous les gens qu'on a sauvés en mettant le masque, en ne sortant pas, avec les vaccins, etc. Et les super profits des pétroliers vont nous permettre de gagner la guerre climatique ? Mais absolument. Et la question, c'est comment on les gère. Est-ce qu'effectivement, il y a de la symbolique à faire? Disons les choses très simplement. Quand vous avez des super profits, alors que les gens, ils payent à la pompe des sommes extraordinaires, si vous ne savez pas faire une taxe exceptionnelle qui donne le sentiment de la solidarité, vous cassez quelque chose dans le commun. Je ne suis pas du tout pour l'augmentation générale des impôts, mais la politique, c'est aussi l'art de faire des gestes symboliques pour que la société se ressoude. Je pense que beaucoup de pays l'ont fait. La France pourrait faire une surtaxe exceptionnelle. Un dernier mot sur votre mode de vie, parce que les Parisiens cherchent un bout de verdure, écriviez-vous pendant le confinement. Paris a perdu de ses habitants depuis. Il fuit. L'avenir, il est dans le sud, il est à la campagne. Le problème de Paris, d'abord, Paris perdait déjà 10 000 habitants par an depuis quelques années. Le gros problème de l'Île-de-France, c'est que 80% des cadres parisiens rêvent de partir et 64% des habitants d'Île-de-France. La région est tellement inégalitaire, elle est tellement peu gouvernée. Les gens veulent partir. C'est terrible une région où on veut partir. C'est la seule région française où on veut partir. Il faut redonner du désir pour l'Île-de-France. Eh bien, il faudra revenir nous parler de tout ça parce qu'il y a encore des tas de sujets abordés dans votre livre. Un juste regard, retour sur le passé pour comprendre le futur. Jean Viard, merci, bonne journée. Merci beaucoup Christophe, 7h45 demain, votre invité sera Charles Rodwell, député Renaissance des Yvelines.